Et salut les petits loups, c'est Ced des Tennis Pro. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Si vous êtes nouveaux ici et que vous aimez mon contenu, n'oubliez pas, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et vous serez informé de chaque nouvelle vidéo. À partir du 1er janvier 2025, le coaching des joueurs professionnels sera autorisé depuis les tribunes. Et d'après la récente déclaration de Yannick Sinner, cela ne va pas changer grand-chose. Cela m'a fait réagir car le rôle du coach in-game et le coaching en général est bien au contraire en train de bouleverser le monde de la balle jaune. Je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est sans doute une révolution et nous ne sommes qu'au début de l'ère du coaching in-game. D'ici 6-7 ans, sa place sera tout aussi importante que celle du joueur, voire plus. C'est sans doute à cause de ça que certains joueurs comme Fritz ou Tsitsipas se sont dit offusqués de la place récemment prise par le coaching durant les matchs. Bon alors c'est compréhensible, ils perdent sans doute une part du gâteau. Il faut savoir qu'avec l'évolution exponentielle du tennis actuel en matière de préparation physique, soins médicaux, nutrition, préparation mentale et d'une manière générale tout ce qui optimise le joueur de tennis hors et sur le court, le coach devient le leader de la team, ou tout du moins avec le coaching in-game, le leader des matchs. Regardons la vérité en face. Vous rappelez-vous il y a 20 ans de voir les coachs durant les matchs à la télé? C'était plutôt rare. Aujourd'hui, ils sont omniprésents. C'est simple, on les voit quasiment entre chaque point. C'est comme si le joueur et le coach étaient une seule et même entité. À ce sujet, j'ai été choqué, voire écœuré récemment, que Tony Nadal n'ait pas été glorifié lors du discours de Rafa pour sa cérémonie d'adieu. Pas un mot, pas un merci, rien. Nada. Honteux. Car qu'aurait été Rafa sans son oncle? Et c'est valable pour d'autres aussi, car qu'aurait été la carrière de Roger Federer sans Pierre Paganini, ou celle d'André Agassi sans Brad Gilbert, qu'il considère par ailleurs comme le plus grand coach de tous les temps. Car oui, le joueur apporte les chiffres, c'est vrai, l'excellence, la constante recherche d'optimisation technique et physique, l'intelligence tactique, le courage et l'abnégation. Mais cela suffit-il à atteindre les sommets de la gloire? Certainement pas. Car il leur faut un guide qui les dirige, qui les aide à prendre les bonnes décisions, à établir un planning de travail et de repos, à choisir les objectifs prioritaires, à analyser tous les adversaires pour établir un plan d'attaque et profiter des failles, à les soutenir moralement quand ils sont fatigués ou démoralisés, à les reprendre quand ils deviennent incontrôlables ou qu'ils prennent une mauvaise direction, et j'en passe. Le coach est en fait une extension de la famille pour le joueur, voire même des fois de la famille tout court pour certains. D'ailleurs, les relations joueurs-apparentés ont des chiffres très évocateurs sur la réussite. Les Williams, Zverev, Murray, Tsitsipas, Shelton et j'en passe. Intéressant, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas si surprenant, car le joueur doit se confier pleinement et exprimer ses émotions librement. Cette relation de confiance est prépondérante. Les relations de famille ont donc un atout de taille sur ce point. Alors revenons maintenant sur le coaching in-game. Cela ne va-t-il vraiment rien changer, comme prétend Yannick? À mon avis, c'est tout le contraire. Je vous explique. Il faut bien comprendre que pour le moment, c'est encore un peu fouillis, pas très clair, voire même ambigu. Le coach peut intervenir, mais uniquement avec des mots, donc pas de phrases. Et uniquement lorsque le joueur est de son côté. Alors l'outil n'est pas encore très bien utilisé, c'est vrai. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, cela ne bouleverse pas grand-chose et je suis donc d'accord avec notre numéro 1 mondial. Oui, mais pour demain. Qu'en sera-t-il lorsque les coachs maîtriseront mieux ce nouveau moyen de communication? Et surtout, qu'en sera-t-il de l'évolution? Car il faut bien comprendre que nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère. Alors, pourquoi ne pas voir un jour les joueurs avec des oreillettes et un guidage permanent de leur coach? Ou tout simplement le coach sur le banc avec le joueur? Et si c'était finalement pas si loin que ça? Dans tous les cas, une fois bien maîtrisé, l'apport sera conséquent. Le joueur sera mieux guidé, pourra se concentrer plus facilement à exécuter ses coups et choisir la bonne tactique au bon moment. Le rôle du joueur en fait. Et pour nous les amateurs, c'est pas très clair pour tout le monde. Et la Fédé n'est pas très progressiste à ce sujet. Mais elle ne va pas avoir le choix, cela devrait changer rapidement. Enfin, je l'espère. Alors, de ce que j'ai pu trouver sur le site FFT, c'est formellement interdit en individuel, sauf sur certaines conditions, épreuves nationales.
Et en équipe, voici la règle officielle en cours. Seul le capitaine et son adjoint peuvent donner des conseils aux joueurs de leurs équipes pendant les périodes de repos, à condition d'être présents sur le court. Un siège doit y être réservé à cet effet. Le capitaine ou son adjoint peut entrer sur le court, en sortir uniquement au changement de côté, ou y demeurer assis pendant le jeu. Ce rôle est limité aux conseils donnés dans les conditions ci-dessous. Alors quand on voit l'évolution internationale du coaching dans le tennis et ses règles qui n'ont pas évolué depuis 50 ans, il serait peut-être temps de s'adapter aux jeux modernes. Par ailleurs, dans les textes, c'est une chose, mais dans les faits, c'est différent. Je n'ai jamais vu une chaise attribuée au coach et son adjoint. Et le coaching en match par équipe, la réalité, c'est que toute l'équipe donne des conseils. Et même des fois les spectateurs. Et pour ce qui est des simples, je pense que ce serait très enrichissant, voire formateur, d'avoir la possibilité d'être guidé durant les rencontres. Surtout lorsqu'on débute le tennis. Car oui, c'est un sport individuel et l'on doit trouver des solutions par nos propres moyens. Nous sommes d'accord. Mais quand vous n'y connaissez que dalle et que vous prenez une raclée sans rien avoir compris ou retenu, vous n'avez pas forcément envie d'y retourner de sitôt. Pour conclure, le coaching in-game, qu'on le veuille ou non, est en train de changer en profondeur les règles du jeu. Et c'est inéluctable. Alors autant l'autoriser pleinement et le contrôler. Quand on pense que Serena Williams, probablement, elle a perdu sa finale de l'US Open en 2018, en prenant un jeu de pénalité pour avoir, d'après l'arbitre, reçu un signal de son coach Patrick Mouratoglou. Et que l'année d'après, le coaching était autorisé chez les dames. Sans doute en grande partie à cause de ce léger incident. Cela en dit long sur le flou artistique du coaching in-game. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails ou d'explications, ou même simplement exprimer vos sentiments, postez un commentaire en bas et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Pensez s'il vous plaît à me laisser un like et si vous voulez avoir des conseils personnalisés pour améliorer votre jeu rapidement, allez sur mon site web aitennispro.com et vous recevrez des commentaires détaillés pour vous aider à progresser. Bonne journée à tous, c'était Ced, votre coach avec AI Tennis Pro. À bientôt!